neuropsychologie cognitive, celle numéro 1. Cette option va nous introduire à la notion de neuropsychologie cognitive tout en nous montrant le rôle de cette discipline. La neuropsychologie cognitive étudie principalement le lien entre le fonctionnement cognitif et l'anatomie du système nerveux central. On peut ainsi parler de l'étude du lien anatomo-fonctionnel. Un petit rappel concernant la cognition générale est nécessaire. Il s'agit de toute capacité en lien avec la connaissance. On peut bien citer des exemples comme le langage, la mémoire, la perception ou encore le raisonnement. Cette discipline peut permettre de vérifier d'anciens modèles cognitifs grâce en particulier aux nouvelles technologies, comme l'IRM fonctionnel. On peut prendre l'exemple du modèle hiérarchique de Turing, qui est un modèle cognitif sur la mémoire, que je vous affiche juste ici, voilà, vu en L2 dans le cours mémoire. Si ça donne des rappels, ça fait remonter des souvenirs. On différencie la neuropsychologie cognitive de la neuropsychologie clinique, qui est plus orientée autour du patient, même si le but final de la neuropsychologie cognitive est bien évidemment d'être utile à tous. Donc maintenant, comme tout premier cours magistral, finalement, on va faire un petit historique. Ça se répète un peu finalement. Alors, on commence avec le papyrus d'Edwin Smith, qui date d'environ 1500 avant Jésus-Christ. Sur ce papyrus se trouvent de nombreuses descriptions rigoureuses de symptômes que possédaient des blessés de guerre. On décompte un recueil de 48 cas de blessures au niveau de la tête et du cou. Pour la première fois, l'organe est rapproché, mis en lien avec diverses fonctions cognitives. On peut dire qu'il s'agit de la première approche anatomo-fonctionnelle. Un exemple cité dans le papyrus est celle du cas numéro 22, qui a des difficultés à comprendre les mots et à utiliser le langage articulé à cause d'un enfoncement au niveau de son hémisphère gauche. Alors, une petite précision nous a été donnée en cours par rapport au gaucher. Pour éviter toute confusion, on ne parle plus d'hémisphère gauche ou droit, mais d'hémisphère majeur et mineur. Je répète pour éviter toute confusion. C'est pas grave. L'hémisphère majeur est celui qui contient le langage, alors que celui de droit contient les capacités visio-spatiales. On parle aussi d'une latéralisation atypique si par exemple le langage est contenu dans les deux hémisphères. Donc là on parle de bilatéralité. Ou si dans l'hémisphère contraire à la majorité. Donc là c'est l'unilatéralité inversée. Alors les latéralisations atypiques restent relativement rares. Donc, Hippocrate au 5e siècle avant Jésus-Christ est le premier à lier le cerveau aux émotions. Les émotions découleraient des différentes humeurs produites par le cerveau. Alors ces humeurs sont la lymphe, la bile jaune et noire ainsi que le sang. Quelques siècles plus tard, Galien a aussi étudié des déficits selon l'endroit où la pointe crânienne a le plus souffert. Au Moyen Âge, la théorie des fluides nerveux fait son apparition. On décrit les 3 premiers ventricules qui produiraient un liquide qui assurerait la sensation perçue et le mouvement. On a ici la découverte du liquide céphalorachidien. Donc là c'est encore un petit éloignement par rapport à l'historique, mais un petit rappel qui est toujours utile. En cas de compression de la moelle épinière, on sort un peu de l'histoire, oui. Donc, un individu peut ressentir des paresthésies, donc comme des fourmillements ou des picotements, ainsi que la sensation d'avoir le membre englouti. Cela peut aller jusqu'à la perte de proprioception où l'individu ne sait par exemple pas où se trouve sa jambe sans la regarder. Là, maintenant on passe au XVIIe siècle. Un certain Willis s'intéresse à la vascularisation du cerveau, créant le polygone de Willis, que je vais vous montrer juste ici. En utilisant des personnes ayant eu un AVC, Willis va tenter de localiser certaines fonctions. Il va par exemple lier l'imagination au corps calleux et le mouvement volontaire au corps strié. Le corps strié, c'est les ganglions de la base, c'est tout ce qui est les noyaux internes. On peut faire du coup un petit retour sur les AVC en précisant qu'il y a 2 types d'AVC. On a les hémorragiques provoqués par la section d'une artère et les ischémiques provoqués par un caillot qui bloque le flux sanguin. Maintenant passons au XIXe siècle, où un bien connu Franz Joseph Gall créa la phrénologie. Alors selon cette pseudo-science, les parties de notre cerveau surdéveloppées provoqueraient des bosses à notre boîte crânienne. Ainsi, avec une approche très localisationniste,
c'est-à-dire où chaque région du cerveau, chaque lieu précis s'occuperait d'une fonction. Une bosse à une certaine position permettrait de déduire ce sur quoi nous excellons ainsi que notre personnalité. Il a réussi à trouver 27 fonctions différentes. Ce modèle ne prend cependant pas en compte les aires sous-corticales, autrement dit les parties les plus internes de notre encéphale. On peut citer par exemple l'insula. La découverte parallèle à cette époque de la génétique ajoute du déterminisme dans la phrénologie, dans le sens où notre personnalité serait inflexible. Gall ira même jusqu'à décrire la personnalité des sujets en fonction de leur visage, créant ainsi, une fois populaire, une véritable stigmatisation sociale. La naissance de la neuropsychologie clinique apparaît avec Broca et Wernicke. Tout d'abord, nous avons Broca qui a observé qu'une atteinte du lobe antérieur gauche provoquait une difficulté à parler, voire du mutisme selon la gravité. Cette approche reste localisationniste. Petite précision intéressante ajoutée en cours, le patient atteint d'une aphasie de Broca sait ce qu'il veut dire mais n'arrive pas à articuler. Wernicke a de son côté découvert l'ère où se déroule la compréhension du langage. Une aphasie de Wernicke permet au patient de parler mais de comprendre uniquement ce qu'il dit. Il perd le sens des mots, donc en fait il ne comprend pas ce que l'autre lui dit. L'aphasie de conduction existe aussi, il s'agit d'une atteinte du faisceau arqué liant les deux aires précédemment vues. Les symptômes sont bien différents des deux autres aphasies, avec principalement une incapacité à reproduire les mots ou les phrases qu'ils entendent correctement. Ils inversent souvent les syllabes du mot ou tentent de créer vaguement le mot par rapproche phonémique. Ils comprennent cependant ce qu'ils voient ou entendent. Et on avait vu une dernière petite chose juste avant la fin du cours. Voilà. C'est tout simplement la petite maison de Lichtheim qui vient ajouter un centre de l'idéation, un transcortical, je sais plus le nom, sensoriel et un transcortical moteur dans à la base l'aire de Broca, l'aire de Wernicke et là ici l'aphasie de conduction.